Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Toujours à mes côtés, Véronique Jacquier, Françoise Laborde, Madi Saïdi, qui était avec nous tout à l'heure et remplacé par Magali Vicente, Nathan Dever et Mathieu Hoc. Et on va parler d'Elisabeth Badinter, avec une interview croisée dans les colonnes de nos confrères du Point, avec Yael Braun-Pivet. On va s'intéresser sur les propos d'Elisabeth Badinter, avec deux thématiques sur lesquelles je propose de réagir. Et comme le dit évidemment notre chère Françoise Laborde, quand Elisabeth Badinter s'exprime, on l'écoute avec attention. Elle a parlé de Marine Le Pen. Que dit-elle sur Marine Le Pen chez nos confrères du Point? Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, qu'en pensez-vous? On lui pose la question. Réponse, eh bien écoutez, je suis mal à l'aise. J'ai l'impression qu'on lui a réservé un traitement particulier. On ne peut pas être indifférent au destin de 11 millions de Français, déclare Elisabeth Badinter. Françoise Laborde. Moi, ce que j'aime chez Elisabeth Badinter, c'est son honnêteté et son courage. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours dit ce qu'elle pensait, même quand c'était un peu à contre-pied de sa famille politique. Et ça, depuis toujours. Mitterrand s'en plaignait beaucoup à son époux Robert Badinter, parce que elle sortait régulièrement, si je puis dire, des rails et de la doxa et des rangs. Et je ne suis pas étonnée du tout qu'elle dise ça aujourd'hui à propos de Marine Le Pen, parce qu'en effet, c'est une honnête femme et qu'elle dit, elle, ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que il y a 11 millions de Français qui ont voté pour Marine Le Pen, et en effet, est-ce qu'à un moment donné, elle va être empêchée par des décisions de justice qui ne sont pas des décisions complètement conformes à ce qu'on peut imaginer d'être la démocratie? Nathan Dever. Alors, sur les trois phrases, j'aurais un désaccord avec la deuxième. Je ne suis pas certain, je ne pense pas, pour le dire plus clairement, que la justice ait réservé un traitement particulier à Marine Le Pen. Je crois que ce qui se passe, c'est que depuis 20 ans, le rapport entre la justice et la politique en général a changé. Si vous reprenez l'histoire de la Ve République, tous les anciens présidents de la République, aujourd'hui, avec les standards de l'époque, avec Mediapart, etc., ils finirent à peu près tous avec une condamnation, peut-être pour certains d'ailleurs en prison. À l'exception peut-être de François Hollande, mais c'était notre époque, et peut-être de Pompidou. Mais on pourrait trouver des choses pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, on est dans une situation où quand un politique fait des choses que pouvaient faire ses prédécesseurs, notamment sur la question des détournements de fonds, des emplois fictifs, des financements des partis, etc., eh bien là, c'est devenu impossible et il y a des condamnations immédiates. Je ne crois pas que ça vise Marine Le Pen. Et en l'occurrence, le dossier, il était documenté, il y a un appel, mais en tout cas, la culpabilité, la sienne, du RN, etc., était quand même documentée. En revanche, le deuxième point, cette question de l'exécution provisoire de l'inéligibilité, là, en effet, elle pose deux sujets. Le premier sujet, c'est que dans la justice, normalement, on estime que quand il y a un appel, il faut que l'appel il ait un effet. Et si la peine, elle s'applique avant même que l'appel ait lieu, c'est comme si l'appel n'existait pas. Et le deuxième sujet, c'est que en effet, là, on a quelqu'un qui était candidate, de l'élection présidentielle. Évidemment, les politiques, c'est pas parce qu'on est candidat qu'on a le droit à un traitement de faveur, mais on peut s'inquiéter quand même du contexte politique que ça va donner. Aux États-Unis, on parlait tout à l'heure des États-Unis, quand Trump a eu tous les procès qu'il a eu avant sa réélection, eh bien, d'ailleurs, ça a eu comme effet de fédérer davantage autour de lui. Son mugshot est devenu sa photo officielle, à peu près. Donc, si vous voulez, je pense que, en effet, le malaise exprimé par Elisabeth Badinter est très intéressant sur ce point. Véronique Jacquier, très rapidement, parce que j'ai un autre extrait. Oui, non, je voulais juste compléter ce qui a été dit. Je pense que Elisabeth Badinter ne s'exprime pas sur le fond de la décision de justice. C'est-à-dire, est-ce que Marine Le Pen devait être condamnée ou non? Je pense que, évidemment, pour elle, Marine Le Pen devait être condamné. Il y a du fond et du factuel, si vous voulez. Donc, il n'est pas question de remettre en cause le travail des juges de ce côté-là. Je pense que ce qu'elle visait, c'était la lourdeur de la peine. Et effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'elle ait été, que la sanction ait été lourde et qu'elle ait été empêchée de se présenter si elle ne faisait pas appel à l'élection présidentielle. Symboliquement, c'est extrêmement fort, effectivement, de priver d'un suffrage plus de 11 millions de Français. Moi, je m'étais exprimé d'ailleurs dans Punchline sur cette question. Exactement. En revanche, je ne suis pas du tout
d'accord avec Nathan Devers sur le fait que ça fait un peu plus de 20 ans que la justice règle son compte aux hommes politiques. Elle règle, oui, alors c'est vrai que la justice devient politique et s'est immiscée dans le champ du politique, mais bizarrement, elle vise quand même plus les hommes politiques de droite que de gauche. Parce que Richard Ferrand, impliqué dans les mutuelles de Bretagne, a bénéficié d'un non-lieu, parquet a quand même fait appel, mais enfin... il n'a pas été beaucoup inquiété, Richard Ferrand, proche de la sphère d'Emmanuel Macron, président de l'Assemblée nationale. On n'a pas beaucoup parlé de cette affaire. François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron aussi, Premier ministre, avant qu'il soit Premier ministre, relaxé au bénéfice du doute. Alors, dans une histoire qui est exactement la même que celle du Rassemblement national, sauf qu'évidemment, ce n'est pas la même durée, la même échelle, la même ampleur. Mais enfin... Le fond du problème, c'est quand même la même chose. Et puis, n'oublions pas la façon dont a été traité François Fillon, la célérité avec laquelle il a été traité par la justice. Le problème, il est là, c'est pas sur le fait qu'il ait été condamné, c'est sur la célérité avec laquelle la justice s'est occupée de son cas. Et pareillement, la façon dont Nicolas Sarkozy a été condamné dans les dernières affaires, et surtout la haine que les juges et les magistrats ont verbalisée sans aucun état d'âme lors des audiences est absolument scandaleux. Allez. Et ça, bizarrement, ça touche la droite, ça touche jamais la gauche. Rapidement, que dit Elisabeth Badinter sur la liberté d'expression? Je suis désolé, mais on arrive au terme de notre émission. Que dit-elle? On va le voir tout de suite. On assiste à la montée en puissance de l'islam politique et radical, dit-elle. Depuis quelques années, la liberté d'expression est remise en cause dans les écoles. Le mot offensé est d'ailleurs très répandu. Quand je suis allé avec Chris dans un lycée pour parler des caricatures, les jeunes disaient « Il ne faut surtout pas offenser, il y a là une censure religieuse, morale qui n'est pas compatible avec la liberté d'expression. » Ce que je trouve grave, c'est qu'on entend maintenant dès le primaire, et on va voir la suite immédiatement. Ce que je trouve grave, disait-elle, c'est qu'on entend maintenant dès le primaire des enfants qui répercutent le langage, les convictions de leur entourage et de leurs parents. Il y a là un combat qui se mène, qui est loin d'être gagné. Réaction très rapide. Qui veut réagir? Juste une toute petite chose factuelle. Quand elle dit qu'elle est allée dans un lycée, il faut préciser que c'est une opération qui a été faite par la région Île-de-France pour les 10 ans de l'attentat Charlie Hebdo. Valérie Pécresse, Amine El-Khatmi ont fait venir des gens, moi j'y suis allé aussi dans des lycées, pour parler des caricatures de Charlie Hebdo. On en avait parlé à l'époque. Et alors en effet, là où c'est très intéressant, et elle a raison sur ce point, c'est que naît aujourd'hui de plus en plus l'idée qu'un discours, une pensée, une analyse, une moquerie, un dessin, si ça blesse, si c'est vexant, eh bien il faut l'arrêter, il faut le censurer. Et Valérie Pécresse, j'ai trouvé ça très intéressant, a demandé que dans cette opération, on commence par montrer des caricatures d'elle-même. Si vous voulez, l'autodérision est quelque chose d'absolument central, que ce soit personnellement, que ce soit sur sa foi, sur ses idéologies, et je laisse la parole. Mathieu, très rapidement. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la liberté d'expression en France, par rapport dans les pays anglo-saxons, où elle est absolue, on l'a toujours systématiquement encadrée. Or, la réalité, aujourd'hui, c'est que de plus en plus de professeurs ne peuvent pas enseigner dans les écoles. Parce qu'effectivement, il y a ce que vous venez de décrire, le fait qu'aujourd'hui, de nombreux jeunes considèrent, et notamment, je prends toujours ce sondage de IFOP pour le Figaro de 2019, notamment plus de 50% des jeunes de confession musulmane en France aujourd'hui considèrent que la laïcité est islamophobe. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une atteinte aujourd'hui à ce qu'ils estiment être leur foi, ils considèrent que c'est islamophobe. Donc, il faut quand même rappeler que ce concept d'islamophobie aujourd'hui qui gangrène et que je pense sous-tend un peu l'analyse d'Elisabeth Badinter est une arnaque aujourd'hui, parce que c'est un peu la même manière que ce qu'a fait Recep Tayyip Erdogan en qualifiant Emmanuel Macron de islamophobe. C'est une manière juste de critiquer toute personne, voire même de mettre des fatwas sur la tête de personnes qui critiquent d'une certaine façon la place d'un certain communautarisme. 2 mots avec vous, Magali Vicente, on terminera avec vous, Françoise Laborde, mais très rapidement. 2 mots très rapidement. On voit bien que le mot essentiel, c'est la notion d'offense, offenser. C'est-à-dire que imaginez qu'à cet âge-là, on puisse considérer qu'au travers de ce qui est dispensé, on est dans l'offense. Ça veut effectivement bien dire ce qu'il se passe dans le contexte familial, et c'est là en fait le message, et c'est là où on doit diriger en fait toute notre réflexion sur comment on peut arriver à changer ça, parce que c'est bien le contexte familial qui du coup a des répercussions permanentes sur notre système éducatif. 2 mots. C'est fondamental que Elisabeth Badinter ou Nathan ou d'autres ou tout aillent dans les lycées pour parler justement de ça, parce que je voudrais citer Fatia Boutleja, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une fille formidable, une enseignante, et qui rappelle que l'école et le lycée, c'est le lieu où on apprend à penser différemment, où on peut sortir de son milieu, où on peut sortir de ses prédestinations culturelles, religieuses, morales, et que c'est la liberté. Et ça, c'est fondamental, parce que si dans l'école, on ne peut pas avoir accès à cette
cette liberté, eh ben, on n'est pas un adulte complètement construit. Un beau message pour terminer cette émission. Les amis, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Partagez. Pour commenter cette actualité. Merci à l'équipe, Déborah Smadja, Samuel Vasselin, Céline Génaud, l'excellente Pauline Trevsner, Maureen Vidal pour l'info. Merci de la programmation. Tout de suite sur Europe 1, Pascal de la Tour du Pin. Et tout de suite également sur CNews, l'excellent Elliott Deval. Bye bye et à demain.